Au milieu d'une ville en flammes, des gens terrifiés lèvent les yeux au ciel, horrifiés par le spectacle. Une créature grotesque se matérialise, et ils comprennent rapidement qu'il s'agit d'un prédateur dominant. Une fusion terrifiante de plusieurs bêtes, qui les amena à se demander combien de créatures elle avait dévorées. Sans crier gare, les mâchoires de l'abomination s'ouvrent, accumulant de l'énergie pour une attaque dévastatrice. Elle déchaîne alors le rayon, brisant instantanément les fenêtres des gratte-ciel avoisinants. Le rugissement assourdissant fait crier les civils de douleur, se demandant où sont les héros de la guilde. Dans le chaos qui s'ensuit, une mère affolée implore de l'aide. Sa fille a été laissée derrière dans la tourmente. Les policiers se démènent pour évacuer la zone de danger, ordonnant à tout le monde de reculer. À cet instant, une silhouette mystérieuse émerge des nuages, formant une sphère d'énergie azur. C'est notre héros, Shu, qui fonce vers le monstre pour l'affronter. Le jeune homme lance son assaut, entrant en collision avec le rayon de la créature dans une explosion massive. La force de l'impact blesse la main de notre héros. Malgré la douleur fulgurante, il reste déterminé, se préparant à poursuivre le combat. Quand le monstre tire une autre salve, il l'esquive de justesse en planant dans le ciel. La bête semble complètement indemne, sans une seule marque sur son corps. Voyant cela, notre héros matérialise une lame d'énergie bleue pure pour le combat rapproché. Shu fonce, visant un coup direct à la tête du monstre géant. L'attaque fait mouche, et un sourire narquois se dessine sur ses lèvres en voyant la bête reculer. Il atterrit, analysant la manière dont la créature manie différentes formes de magie. La tête de l'abomination est blessée, mais elle semble toujours redoutable et prête pour un autre round. Il s'imagine comme l'utilisateur de compétences ultimes, capable de maîtriser n'importe quel pouvoir. Dans son esprit, il est le héros dont tout le monde rêve, une figure vraiment grandiose. Mais la scène change radicalement pour un quartier résidentiel paisible et calme. Soudain, sur un pont voisin, quelqu'un crie désespérément à l'aide. Une femme paniquée supplie quelqu'un de sauver sa fille d'un danger imminent. À ce moment, un garçon en cape rouge apparaît, déclarant qu'il est en route pour sauver la petite demoiselle. Les cris frénétiques de la mère pour sa fille résonnent alors que le drame sur le pont s'intensifie. La petite fille est suspendue dangereusement, mais notre protagoniste l'atteint juste à temps. Il la tient fermement, calmant l'enfant terrifié qui sanglote de peur. Le jeune homme lui rend sa petite chaussure en disant « Je suis content que tu sois en sécurité, princesse. » Voici Akutagawa Shu, un élève de première au lycée. La petite fille le regarde, les yeux pétillants, complètement captivée par son sauveur. Cependant, un harceleur apparaît, criant sur Shu et brisant son moment héroïque. L'adolescent costaud se plaint d'avoir ordonné à Shu de courir dans le quartier en sous-vêtements. Une fille blonde intervient, demandant qui lui a donné la permission de porter des vêtements. Elle s'approche de lui et ricane, « Les singes ne portent pas de vêtements. » En réponse, Shu laisse échapper un rire étrange, déstabilisant légèrement la fille. Il déclare alors que ce ne sont pas des vêtements, mais le rêve d'un chevalier sauvant sa princesse. La petite fille qui l'a sauvée regarde, incapable de comprendre la situation. Les harceleurs sont déconcertés, et leur chef lui demande s'il a perdu la tête. Le chef des brutes attrape rageusement la cape de notre héros, irrité par son comportement étrange. Il hurle sur Shu, lui disant de parler clairement car il ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. À ce moment-là, deux policiers arrivent pour les séparer, disant aux adolescents d'arrêter. Mais l'adolescent blond ignore les policiers, montrant plutôt avec suffisance un badge sur son uniforme scolaire. En voyant l'emblème, l'expression des policiers devient grave, il réalise qu'il est un utilisateur de compétences. Le harceleur se vante d'avoir été accepté dans la guilde alors qu'il est encore au lycée. Les gardes lui conseillent de se calmer, lui rappelant que la loi de protection a ses limites. L'adolescent blond se moque d'eux et, avec un sourire narquois, dit à Shu de ne pas riposter. Il tire ensuite Shu par les cheveux et l'invite à jouer au baseball, le ton chargé de menaces. Il se présente comme étant Gota Takashi et révèle sa compétence de rancé, balle magique. Ce qui suit est un dur retournement de situation, changeant complètement le ton. On explique que 60 ans auparavant, des donjons remplis de monstres sont apparus à travers le monde. Leur apparition a déchaîné une horde de créatures, plongeant le monde dans un chaos sans précédent. Pourtant, par instinct de survie, l'humanité a commencé à évoluer, éveillant des pouvoirs latents. Des gens naissaient avec des compétences spéciales, et la gestion de ces donjons est devenue une priorité mondiale. Par conséquent, des lois ont été rapidement promulguées pour régir cette nouvelle réalité sociale. Les compétences ont été classées de SAE pour protéger et guider leurs utilisateurs. Une de ces lois, qui interdisait aux rangs inférieurs de s'opposer aux rangs supérieurs, a répandu une tyrannie généralisée. L'abus de pouvoir est devenu la norme, un moyen pour les forts de maintenir leur position sur les faibles. Une société de classe rigide a été rétablie où les faibles sont rejetés et opprimés par les puissants. La scène retourne sur le pont, où un autre agresseur frappe notre héros avec une rafale de vent. C'est Igarashi, qui manie sa compétence de rendez, tempête, avec un sourire malveillant. Le coup atteint Shu de plein fouet, le projetant au sol et le laissant couvert de blessures. Avant qu'il ne puisse se relever, il est frappé à nouveau, cette fois projeté contre la rambarde du pont. Gisant là, blessé, il voit la fille blonde bondir vers lui pour continuer l'assaut.
Elle descend avec un coup de pied sauté à pleine vitesse, hurlant d'excitation. Le garçon est à nouveau touché, et elle le nargue pour son incapacité à voler, utiliser la magie ou se défendre. Sans pitié, la fille écrase son pied sur la tête de Shu, l'humiliant devant les spectateurs. Son nom est Tobita Marie, et elle déclare qu'un humain sans compétence ne vaut pas mieux qu'un ver. Son ami remarque qu'elle s'emporte un peu trop avec la situation. Bien que malmenée, Shu murmure que sa vision se brouille, mais qu'ils sont tous pareils. Gotha prépare une autre attaque, ordonnant aux autres de maintenir Shu tout en feignant de s'inquiéter pour la petite fille. L'enfant se cache à proximité, observant toute la scène les yeux remplis de larmes, absolument terrifié. Le harceleur prépare sa boule d'énergie, remarquant que c'est un honneur de jouer un autre round. Mais Shu le provoque, le traitant de bête sans contrôle qui ne peut compter que sur sa compétence. Malgré la douleur, un air de défi se répand sur le visage du protagoniste, destiné à exaspérer son tortionnaire. Il ajoute que Gotha semble être un expert pour frapper les batteurs, ce qui lui vaut un coup de poing dans l'estomac. L'adolescent blond, enragé par la provocation, traite Shu d'humain inutile et de parasite de la société. Il se jette pour un autre coup, hurlant que le seul but de Shu est d'être son punching ball. En encaissant les coups, le protagoniste pense qu'il doit juste endurer et faire comme si tout allait bien. La bouche en sang, il se dit qu'un héros ne doit jamais montrer de faiblesse ni causer d'anxiété. La rage de Gotha déborde alors qu'il le traite de déchet sans pouvoir et prépare une autre attaque magique. À ce moment-là, Shu a un flashback de son père ivre le traitant de la même chose. Malgré les souvenirs douloureux, Shu garde un regard froid et déterminé fixé sur ses agresseurs. Il se souvient d'avoir été un petit enfant, souffrant des mauvais traitements constants à la maison. Son père lui reprochait d'être né sans compétences, ce qui les empêchait de recevoir l'aide du gouvernement. L'homme disait aussi que c'était la faute de Shu si sa mère était partie, qu'elle les avait abandonnés à cause de lui. Avec une haine pure dans les yeux, son père hurlait, souhaitant que le petit Shu ne soit jamais né. La scène passe à son immeuble, la fenêtre encadrant la solitude de la nuit. Dans sa chambre en désordre, des affiches de héros ornent les murs et des livres sont éparpillés sur le sol. Ces notes détaillent des études sur la manière de générer des circuits magiques dans sa paume pour créer des pouvoirs à partir de rien. Allongé dans son lit couvert de bleu, le jeune homme se demandait pourquoi il était né sans compétence. Même sans pouvoir, il poursuivait ses études, calculant la perte d'énergie dans l'air et sa trajectoire. Le garçon analysait les limites du corps humain, cherchant des moyens d'en extraire le potentiel maximum. Il se dit qu'il pourrait manier ses compétences bien mieux que ses brutes. Puis il se souvient du seul jeu qu'il a gagné enfant, le souvenir qui l'a inspiré à devenir un héros. Il a toujours rêvé d'un métier qui lui permettrait d'utiliser tous les types de magie et de maîtriser toutes les compétences. Cette classe légendaire était le sage de la scène, le héros que tout le monde admirait, celui qu'il aspirait à devenir. Soudain, une silhouette mystérieuse commence à applaudir lentement, émergeant de l'obscurité. Une silhouette solitaire observait les souvenirs du garçon se dérouler comme lors d'une projection de film privé. Assis dans un fauteuil de cinéma luxueux, l'homme masqué sourit, trouvant tout cela assez amusant. Il exhorte alors l'acteur à souffrir davantage, promettant que cette agonie le forgera en quelque chose de plus fort. L'homme énigmatique déclare que la lame même qui le tourmente deviendra un jour sa source de pouvoir. La scène passe alors à un autre souvenir du protagoniste, cette fois sur un terrain de baseball. On voit le harceleur, Gotha, utiliser sa compétence pour conjurer une batte d'énergie violette. Il balance la batte, frappant un camarade de classe et l'envoyant voler. Le tortionnaire se moque de l'élève tombé, remarquant qu'il était un excellent arrêt pour la balle. Gotha tourne alors sa fureur vers un autre élève, se plaignant qu'il aurait dû laisser passer la balle. Un camarade de classe tente d'intervenir, lui disant qu'il est trop intense et qu'il doit se calmer. Notre héros observe tout cela, pensant à quel point les cours ont changé au cours des 60 dernières années. L'axe n'est plus mis sur la santé physique, mais sur le développement des compétences uniques des élèves. Même le professeur utilise ses pouvoirs, supervisant la classe depuis une plateforme flottante en hauteur. Un élève enflamme sa batte avec une compétence de feu tandis que le lanceur prépare une balle d'énergie. La société moderne est maintenant entièrement construite autour de l'utilisation constante de ses compétences spéciales. Au milieu de cela, Shu se prépare à attraper la balle enflammée qui fonce vers lui. L'attaque percute son gant avec une force immense, créant un impact puissant. La balle enflammée traverse le cuir, et il grimace de douleur à la main. D'autres élèves se moquent de lui, disant que frapper dans sa direction est un point assuré. Frustré, le protagoniste arrache son gant ruiné et le jette au sol avec colère. Gotha lui crie dessus, demandant combien de fois c'est arrivé, et lui ordonne de récupérer la balle. Le professeur essaie de calmer la situation, mais le harceleur lui dit de la fermer, le traitant de professeur de randé. Ignorant l'insulte, l'instructeur dit à Shu d'aller à l'infirmerie pour faire soigner ses blessures. Shu s'éloigne avec un léger sourire, pensant qu'au moins ils ont beaucoup d'énergie. Alors qu'il part, les autres élèves se moquent de lui, riant de son humiliation publique. Les agresseurs continuent de ricaner, commentant à quel point le garçon est une cible facile. Ils remarquent à quel point c'est pénible de s'occuper des déchets, et qu'il n'est bon qu'à se défouler.
Un des harceleurs dit qu'il ne pourrait pas imaginer vivre une vie aussi pathétique et se demande pourquoi Shu Sen donne la peine. Couvert de bandages, notre héros marche seul dans le couloir, se sentant comme une véritable ordure. De retour en classe, une élève demande à ses amies si elles ont entendu les dernières nouvelles. La fille révèle qu'un donjon de rang S s'est matérialisé sur le mont Oka, laissant tout le monde stupéfait. Shu surprend la conversation et comprend maintenant pourquoi les sirènes de la ville ont hurlé toute la nuit. On explique alors que les donjons peuvent être soit fixes, soit générés aléatoirement à travers le monde. Ces donjons imprévus qui apparaissent de nulle part représentent une grave menace et nécessitent une enquête immédiate. Une équipe spécialisée utilise un appareil pour mesurer la puissance magique émanant du portail. L'appareil enregistre un rang S, et tout comme les compétences, le niveau de danger va de S à E. C'est parce que la force des monstres à l'intérieur est presque toujours proportionnelle à la mesure de puissance. La principale différence est qu'un donjon aléatoire disparaît une fois son boss final vaincu. Si un donjon n'est pas contrôlé, ces créatures finiront par en sortir, forçant le gouvernement à envoyer des héros. Un élève note que le vrai danger réside dans l'envoi de héros sous-puissants, ce qui peut prolonger la mission indéfiniment. Gotha rejette l'inquiétude, mais à ce moment, Shu entre dans la classe, et ses amis ont l'air inquiets. Le jeune homme prétend qu'il est encore tombé, et le président du club plaisante en disant qu'il devrait probablement consulter un médecin pour ça. Une fille nommée Sasayu, qui a une compétence de protection, lui demande s'il va bien, remarquant qu'il est toujours blessé. Shu en rit, disant qu'il a juste l'habitude de se blesser au même endroit, ce qui déconcerte son ami. Elle interprète complètement mal ses paroles, concluant de manière choquante qu'il a une sorte de fétichisme des blessures. Sase s'excuse alors de sa propre faiblesse et sort un cutter pour satisfaire les besoins de son ami. Avec une expression folle, elle dit qu'elle le poignardera de toutes ses forces pour l'aider. Le protagoniste panique, insistant sur le fait qu'elle a encore mal compris et que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il l'arrête, lui disant de mettre cette idée de côté et de se concentrer sur la lecture de leur script de club. Mais le président l'interrompt, annonçant qu'il a quelque chose de très important à leur dire. Notre héros et son ami le regardent, perplexes devant sa soudaine gravité. On explique qu'ils sont membres du club de théâtre, un groupe qui joue sans utiliser de compétences. C'est un petit club, juste 3, mais le protagoniste y trouve un grand réconfort. Il aime jouer la comédie. Cela lui permet de devenir quelqu'un d'autre et d'échapper brièvement à sa dure réalité. Alors que la journée se termine, le président se prépare à partager une nouvelle très désagréable avec ses amis. Le jeune homme révèle que leur club de théâtre va être fermé, laissant Shu complètement incrédule. Assis à une table, le protagoniste demande une explication, incapable d'assimiler la nouvelle. Son ami explique que le théâtre traditionnel est considéré comme obsolète, et que l'école ne voit aucune raison de financer leur club. L'annonce dévaste Shu, le laissant complètement anéanti et sans voix. Pour ne rien arranger, le président ajoute que lui et Sase ont été invités à rejoindre le club de théâtre principal. Avec un sourire triste, il confirme ce que Shu suspectait déjà, en tant qu'étudiant sans compétences, il n'a pas été invité. Bien qu'anéanti, Shu se force à sourire et dit que ce n'est pas grave, car il ne voudrait de toute façon pas de quelqu'un comme lui. Il prend son sac et ment, prétendant qu'il commençait à s'ennuyer du club et de ses limites. Ses amis le regardent avec tristesse et inquiétude, ne croyant pas à son jeu une seule seconde. Le dos tourné, le protagoniste déclare qu'il en a assez du théâtre et qu'il s'en va. Il donne une tape sur l'épaule de son ami et lui souhaite bonne chance dans le nouveau club de théâtre. Sase voit clair dans son jeu, réalisant que son sans-paix a dit tout ça pour leur bien. Alors que le soleil se couche à l'horizon, notre héros marche seul dans les rues de la ville, se sentant complètement perdu. Le poids écrasant de sa réalité pèse sur ses épaules, le laissant sans direction. Soudain, Gotha apparaît par derrière, posant une main sur son épaule avec un sourire hostile. Le harceleur le saisit fermement et dit d'un ton menaçant, « Laisse-moi t'emprunter ta tête un instant ». La scène se déplace dans une forêt la nuit, la pleine lune projetant une lueur étrange dans l'obscurité. À l'intérieur du donjon, un garde en armure gît sur le sol, complètement vaincu. Gotha réfléchit à voix haute, se demandant comment la sécurité d'un donjon de rang S peut être aussi laxiste. Lui et ses amis révèlent qu'ils sont juste de garde jusqu'à l'arrivée de la guilde principale. Marie exprime alors son inquiétude, demandant s'ils s'en sortiront, car entrer dans un donjon sans permission est illégal. L'adolescent blond désigne Shu, expliquant qu'il l'a amené pour qu'il soit le bouc émissaire si les choses tournent mal. Il promet ensuite de négocier avec l'école pour sauver le club de théâtre si leur petite excursion est un succès. Notre héros est surpris, pensant que l'école ne peut pas ignorer la demande d'un utilisateur de rang C. Avec cette promesse en suspens, le groupe d'étudiants s'aventure dans le dangereux donjon de rang S. Un des garçons exprime son hésitation, mais Gotha le rassure, disant que la force des monstres augmente progressivement. Un graphique illustre la disposition du donjon, des slimes, puis des gobelins, avec des créatures plus fortes à chaque étage suivant. Gotha prétend que si les choses deviennent trop risquées, ils peuvent simplement faire demi-tour et partir. Il est à la recherche d'un objet rare pour faire une entrée fracassante dans la guilde, tout comme un célèbre héros qu'il admire. Ce plan établi,
les étudiants s'enfoncent plus profondément dans les couloirs du donjon. Le protagoniste, cependant, ne peut se défaire d'un sentiment de suspicion à propos de toute cette entreprise risquée. Au premier étage, il rencontre un SM de Slim, comme il l'avait prévu. Ces créatures gluantes, cependant, ont des yeux bizarres et une apparence bien plus menaçante que d'habitude. Une des brutes invite Shu à se joindre au combat, mais il refuse, invoquant de mauvais souvenirs. Sur ce, Gotha prépare une décharge d'énergie pendant que Marie lance une autre pique à notre héros. Le harceleur attaque les monstres sans pitié, déclarant qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec des jeux. Mais en un instant, l'expression de l'agresseur se change en choc, son attaque n'a eu aucun effet. Une puissante onde de choc éclate, projetant tout le groupe en arrière. L'énergie mystérieuse traverse l'un des garçons, le laissant complètement paralysé. Les yeux de notre protagoniste s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Une ombre colossale et terrifiante se profile au-dessus d'eux, révélant une créature monstrueuse et bizarre. Même les slims du donjon semblent pétrifiés par la présence de ce monstre inconnu. Les étudiants sont paralysés par la peur, se demandant quelle sorte de créature horrifiante se dresse devant eux. Ce monstre ne ressemble à rien de répertorié, un inconnu total. Le protagoniste claque de la langue, agacé par cette tournure des événements périlleux et inattendus. Il se dit que si ce monstre est au premier étage, il ne peut pas être une si grande menace. Gotha se prépare alors à attaquer la bête avec sa boule magique, espérant mettre fin rapidement au combat. Il lance son attaque de toutes ses forces, mais la créature part nonchalamment le coup avec son épée. La lame de l'ennemi rencontre l'attaque, provoquant une grande explosion d'énergie violette. L'intimidateur est complètement abasourdi de voir sa technique fétiche dévier si facilement. Même Shu est surpris qu'une compétence de Rance puisse être contrée aussi aisément. L'instant d'après, la créature prépare une contre-attaque rapide et totalement inattendue. Le monstre révèle sa vraie forme, invoquant un halo d'épée d'énergie bleue qui flotte autour de lui. Marie panique, incapable d'assimiler la vision incroyable qui s'offre à elle. La créature manipule les lames tel un maître marionnettiste, prête à commencer sa performance. Igarashi se demande si le monstre ne fait que jouer avec eux, car il semble agir avec une telle aisance. L'ennemi dirige alors ses épées flottantes vers le haut, préparant un nouvel assaut. Il saisit l'une des lames en l'air, s'apprêtant à porter un coup plus direct. Le monstre déchaîne un coup puissant, projetant une vague d'énergie cramoisie droit sur eux. L'attaque frappe Gotha en plein visage, blessant gravement son œil gauche. La force du coup est si immense que même notre protagoniste est envoyé valser par l'impact. Tous les autres élèves sont projetés en arrière par la puissante onde de choc. La créature invoque alors une sphère d'énergie bleue dans sa main, préparant son prochain coup. Elle tire une rafale d'explosion sur l'un des garçons, qui se démène désespérément pour esquiver. L'élève plonge au sol, évitant de justesse les attaques qui explosent autour de lui. Marie crie alors à Shu de faire quelque chose pour leur fournir une couverture, mais Igarashi se plaint que le plafond bas l'empêche d'utiliser sa capacité à pleine puissance. Notre protagoniste observe la lutte désespérée se dérouler avec une expression tendue et inquiète. Soudain, le monstre frappe Marie qui dégringole dans les airs alors que des éclairs bleus crépitent autour d'elle. La créature fixe son œil brillant sur la jeune fille, prête pour le coup de grâce. En voyant cela, elle est pétrifiée de choc, ne sachant comment réagir à la menace imminente. Cependant, la jeune fille blonde parvient à stopper sa chute et se prépare pour une contre-attaque aérienne. Utilisant sa capacité de saut, elle pique vers le bas, visant une frappe dévastatrice sur l'ennemi. Mais le monstre esquive avec aisance, et son attaque s'écrase au sol, créant un énorme cratère. Témoin de cela, Igarashi est terrifié, se demandant à quel genre de monstre ils font face. Il enchaîne avec sa tempête de vent, enveloppant l'ennemi dans un vortex d'énergie verte. Mais la créature se défend une fois de plus, utilisant sa lame pour trancher sans effort la rafale. Son œil brille intensément alors qu'il fixe l'étudiant d'un regard mortellement menaçant. À cela, Igarashi hurle de terreur, réalisant que son attaque était complètement inefficace. À ce moment, Gotha les remercie de lui avoir fait gagner du temps et commence à canaliser une nouvelle attaque magique. Il concentre toute son énergie dans ses mains pour une dernière frappe désespérée et puissante. Complètement chargé, le jeune homme déchaîne son attaque avec tout ce qu'il a, espérant vaincre le monstre. Gotha tire deux orbes d'énergie violette qui foncent droit sur la créature. L'ennemi est englouti dans une série d'explosions d'énergie magique. Ses amis observent à distance de sécurité, priant pour que l'attaque ait enfin fonctionné. Shu garde une expression sinistre alors que la fumée de l'explosion se répand dans la salle. Gotha, haletant d'effort, parvient à sourire et demande si c'était suffisant. Mais la créature émerge de la fumée et se jette en avant avec un coup d'épée d'une rapidité stupéfiante. Dans le reflet de l'œil du monstre, on voit le visage de l'intimidateur, déformé par une terreur absolue. Il invoque à la hâte une lame d'énergie pour parer le coup de l'ennemi. L'agresseur crie que c'est incroyable, un monstre aussi fort ne devrait pas être au premier étage. Il remarque alors que la créature ignore complètement notre héros. Shu en déduit que l'ennemi réagit à l'énergie magique, attaquant de manière semi-automatique. La jeune fille blonde demande ce qu'il veut dire par là, ne saisissant pas l'implication. Gotha prend conscience que quelqu'un sans pouvoir ne déclencherait pas une attaque.
Il ordonne à Shu de le retenir. Le protagoniste hésite, tiraillé à l'idée de sauver l'intimidateur même qui a rendu sa vie misérable. Voyant son hésitation, Gotha devient désespéré, présentant des excuses hâtives et suppliant de l'aide. Shu pense que c'est une façon égoïste de s'excuser, mais il décide d'agir quand même. Il s'élance et enlace la créature bizarre par derrière, essayant de l'immobiliser. Shu crie que les abandonnés ne le rendraient pas meilleur qu'eux, disant à l'adolescente blonde d'attaquer maintenant. Mais l'agresseur affiche un sourire cruel et traite notre héros de parfait idiot. La scène révèle que l'intimidateur se tient loin du combat, sans aucune intention d'aider. Notre protagoniste jette un regard en arrière, complètement trahi par son camarade de classe. Gotha le nargue, disant qu'une personne sans pouvoir ne pourrait jamais être un vrai héros. Il continue ses railleries, disant à Shu de bien s'amuser à jouer avec le monstre. À ces mots, la créature tourne son attention vers le protagoniste, qui lutte pour la retenir. Les yeux du monstre s'embrasent alors qu'il pense que les sans compétences n'ont même pas le droit de rêver. L'instant d'après, la créature se tord et empale le dos de notre héros avec sa main. Le jeune homme est soulevé dans les airs, pensant qu'il ne peut même pas rêver d'être un héros. Le corps de l'ennemi est éclaboussé du sang du protagoniste alors qu'il regarde, horrifié. Soudain, la scène change, une main gantée semble offrir quelque chose à une autre. Avec cela, les yeux de Shu se transforment, et sa perspective sur la situation semble se déformer. Il se retrouve seul sur une scène de théâtre, baigné par la lumière d'un unique projecteur. Le jeune homme balaie du regard l'auditorium vide et se demande où il est. Une silhouette sombre émerge de derrière les rideaux, remarquant que sa performance était incroyable. L'homme masqué est assis dans le public, déclarant que Shu est le talent qu'il recherchait. Il le traite ensuite avec moquerie de comédien de première classe. Le mystérieux personnage révèle qu'il s'intéresse vivement au jeune homme depuis un certain temps. Pour cette raison, il a orchestré toute la situation pour le tester personnellement. Le protagoniste se demande si cet homme est assez puissant pour contrôler le monstre du donjon. Cette même créature est affalée sur l'un des sièges du théâtre, l'air tout abattu. L'homme dit que le garçon a trahi son dernier acte de gentillesse en souhaitant le désespoir. Mais Shu rétorque qu'il est trop tard pour ça, il a toujours su que ça finirait ainsi. Avec un sourire satisfait, l'homme masqué dit que c'est précisément ce qu'il voulait entendre. Il accuse le jeune homme de faire semblant d'avoir de l'espoir, tout en cachant sa vraie nature. Notre héros croise son regard avec une expression sérieuse et déterminée, restant silencieux. L'homme mystérieux dit qu'il a le rôle parfait à jouer pour quelqu'un comme Shu. Le protagoniste est confus, incapable de comprendre la proposition de l'étrange personnage. L'homme masqué explique qu'il a regardé des comédies pendant si longtemps qu'il a fini par s'ennuyer. Il affirme que l'imagination humaine est limitée et incapable de créer quoi que ce soit de vraiment original. Mais un jour, il a eu une révélation qui allait complètement changer sa vision du monde. Le personnage a réalisé que la vie non scénarisée d'un humain était la forme ultime de divertissement, et que la plus grande comédie de toutes est de voir quelqu'un abandonné par le destin voir ses rêves brisés. Shu comprend alors son rôle, disant que c'est ce qu'il est devenu pour le divertissement de cet homme. Cependant, l'homme masqué insiste sur le fait que le garçon a complètement mal compris la situation. Il déclare que le combat du jeune homme est loin d'être terminé et lui fait une offre très tentante. Le personnage promet de lui accorder le pouvoir nécessaire pour surmonter toutes ses souffrances. Avec ce pouvoir entre ses mains, il veut voir jusqu'où le garçon ira avant de craquer inévitablement. Le protagoniste est stupéfait, demandant si l'homme est vraiment en train de lui donner une capacité. Le personnage répond de manière énigmatique, oui et non. Il rappelle alors au jeune homme l'attaque du monstre, suggérant qu'il aurait dû réaliser la vérité maintenant. L'homme révèle que son familier l'a attaqué parce qu'il possède déjà le pouvoir latent d'une compétence. Ce qu'il offre vraiment, c'est la clé pour débloquer et utiliser correctement ce pouvoir caché. Le jeune homme réfléchit à son passé, admettant que l'homme avait raison à propos de son désespoir. Mais il affirme que s'il avait vraiment abandonné, il ne se serait pas accroché à une façade d'espoir si longtemps. Avec une nouvelle détermination, le jeune homme décide de réécrire le scénario de sa propre tragédie. Face au personnage mystérieux, notre héros accepte l'offre, déclarant qu'il se battra pour lui. Mais avec un sourire en coin, il prévient que le scénario ne se déroulera pas comme l'homme s'y attend, une réponse que l'homme masqué semble apprécier. Instantanément, tout le décor du théâtre se brise autour d'eux, et ils commencent à chuter dans un vide sombre. La créature du donjon tend la main vers l'homme masqué, tel un serviteur loyal et obéissant. L'homme mystérieux se penche simplement en arrière dans son fauteuil, l'air parfaitement satisfait du spectacle. Notre protagoniste atterrit fermement sur le sol du périlleux et sombre donjon. Il jure de sortir des profondeurs et de montrer à l'homme à quoi ressemble une vraie tragédie. Un léger sourire effleure les lèvres de l'homme masqué en entendant la déclaration audacieuse du garçon. Avec un sourire étrange, il se dit que la performance de ce jeune homme est en effet très intéressante. La scène revient à la forêt, où les agresseurs commentent nonchalamment que la fin de Shu était inévitable. Gotha se plaint que le gars a été inutile jusqu'au bout, ne servant même pas de bon défouloir. La jeune fille blonde ajoute avec une pointe de tristesse qu'il était son jouet préféré à l'école. L'intimidateur considère alors ses prochaines cibles, envisageant de s'en prendre aux amis de notre héros.
Igarashi mentionne qu'il aime les filles de première année et suggère qu'il pourrait s'amuser un peu avec elles. Soudain, une voix mystérieuse émane de l'ombre, les traitant de pathétiques pour n'être que de simples suiveurs. À ces mots, les trois voyous se retournent, complètement choqués par l'apparition soudaine. Gotha regarde, incrédule, demandant si la personne qui se tient devant eux est réellement en vie. Notre protagoniste émerge, appuyé contre un arbre, une main pressée sur sa poitrine blessée. Il dit que si ce n'était qu'une question de le tourmenter, il aurait pu laisser passer. Mais avec un regard sombre, il prévient qu'il ne pardonnera pas les deux assassins qui l'ont envoyé. Igarashi rétorque, qui va achever qui, et prépare une attaque devant. L'agresseur est furieux qu'il ait survécu, hurlant que Shu n'a pas été assez amoché. Il déchaîne alors sa rafale de vent de toutes ses forces, avec l'intention d'en finir pour de bon, mais notre héros dévie sans effort l'attaque d'un simple geste de la main. Le souffle de vent est redirigé, s'écrasant contre les arbres de la forêt avec une force explosive. Dans le reflet des yeux des Igarashi se voient les conséquences de l'attaque sur son propre visage, déformé par un choc total. Il est projeté au sol par l'impact et regarde le protagoniste, terrifié. Shu déclare alors que les gens comme lui, qui oppriment les faibles, sont l'incarnation même d'une société de classe. Le jeune héros le regarde de haut et dit, « Tu n'as rien, tout comme moi avant ». Igarashi reste au sol, incapable d'assimiler l'incroyable tournure des événements. La fille blonde, stupéfaite, demande si notre héros vient d'utiliser une capacité. Gotha réalise que le pouvoir est du même type que celui de ses amis, mais bien plus puissant. Avec une expression sinistre, Shu les pointe du doigt et annonce que la pièce de la vengeance est sur le point de commencer. Il utilise ensuite la même capacité de vent pour frapper l'agresseur à terre. Le protagoniste déchaîne l'explosion avec un regard froid et déterminé, bien décidé à rendre la douleur. L'attaque frappe Igarashi de plein fouet, et il hurle d'agonie sous la puissance écrasante de la compétence. L'agresseur s'effondre à genoux, complètement vaincu, tandis que les autres regardent en silence, abasourdis. Gotha et Mari sont sans voix, témoins du garçon sans compétence doté d'une puissante capacité. La jeune fille blonde, cependant, esquisse un léger sourire glacial, semblant savourer la situation. Avec une lueur étrange et excitée dans les yeux, elle appelle le nom de son ami déchu. Mari utilise alors sa capacité de saut, se projetant d'en-haut avec un sourire sadique et confiant. Elle crie qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que d'écraser les autres pour les soumettre à sa volonté. Notre héros croise froidement son regard et déclare que malheureusement pour elle, ça n'arrivera pas. Avec ses pieds crépitants d'énergie bleue, il l'avertit qu'elle ne lui marchera plus jamais dessus. L'instant d'après, il bondit à une vitesse incroyable, l'interceptant en plein vol et laissant la fille sous le choc. La blonde naine revient pas, pensant qu'une telle vitesse ne peut provenir d'une capacité normale. Le protagoniste la fixe d'un regard sérieux et déterminé alors que des éclairs bleus l'entourent. Gotha hurle de désespoir, exigeant de savoir comment il a une autre compétence alors que tout le monde naine n'a qu'une à la naissance. Le jeune homme demande alors avec un air de mépris s'ils n'ont vraiment pas compris. Avec un sourire en coin, il révèle qu'il utilise simplement les compétences qu'ils ont eux-mêmes utilisées contre lui. Un souvenir de l'homme masqué refait surface, révélant le nom de la compétence du garçon, l'apprentissage. Le personnage explique que ni le gouvernement ni la guilde ne sont au courant de l'existence de ce pouvoir unique. Notre héros écoute en silence, assimilant la révélation stupéfiante à son sujet. L'homme masqué précise que personne ne le savait parce que le porteur lui-même l'ignorait. La capacité permet à l'utilisateur d'acquérir et de maîtriser n'importe quelle compétence utilisée contre lui. Le jeune homme réalise que pendant tout ce temps, il n'a fait qu'absorber des compétences jusqu'à en venir à les mépriser, sans comprendre pourquoi. Le mystérieux personnage explique que c'est une imitation naturelle pour une compétence qui ne fait qu'acquérir des pouvoirs. Il révèle alors que pour les utiliser réellement, une compétence distincte est requise, celle qu'il lui accorde maintenant. Le nom de ce nouveau pouvoir complémentaire est reproduction, et il l'octroie au jeune homme. De retour dans la forêt, la main de Shu brille d'une énergie bleue tandis que des éclairs enveloppent ses pieds. Sur ce, il atterrit avec un impact retentissant, prêt pour la phase suivante de la bataille. La jeune fille est complètement stupéfaite, s'envoie de le voir contrer sans effort son attaque en plein vol. Il utilise ensuite la capacité de saut pour se faufiler agilement entre les arbres de la forêt. Le jeune homme explique qu'il comprend déjà la mécanique de son pouvoir rien qu'en l'observant. Il révèle que sa compétence n'est pas le vol, mais la capacité de générer une force propulsive dans ses jambes pour sauter. Il démontre ensuite qu'il peut libérer ce pouvoir dans n'importe quelle direction, permettant une liberté de mouvement totale. Gotha est horrifié, réalisant qu'il a maîtrisé leurs compétences mieux qu'il ne le pourrait jamais. Mais la jeune fille blonde le trouve de mauvais goût, disant que son application du pouvoir est ridicule. Elle le compare à une mouche vrombissante, affirmant qu'il n'a absolument aucun style au combat. L'agresseur crie qu'elle lui est supérieure et qu'un vrai gentleman ne frapperait jamais une femme sans défense. Surgi de nulle part, un slim émerge de l'ombre et s'accroche à la fille par derrière. La jeune femme panique, se demandant ce qu'il a attrapé, car elle ne peut ni le voir ni le sentir. Notre héros explique que c'est un slim qui bloque complètement les cinq sens de la victime. Il ajoute que le monstre ne fait que jouer avec elle, et la relâchera avant que de vrais dommages ne soient causés.
Un souvenir de son père lui revient en mémoire alors qu'il observe la scène se dérouler. Le jeune homme remarque que sa capacité est inutile, bonne seulement à harceler de jeunes enfants. Piégée dans un vide de ténèbres, la fille perd toute notion de l'espace, incertaine de ce qui est réel. Le désespoir s'installe alors qu'elle se demande combien de temps s'est écoulé, craignant d'être piégée pour toujours. Submergée par la terreur, la jeune femme hurle de l'intérieur de la créature gluante. Shu commente que la privation sensorielle suffit à pousser n'importe qui au bord de la folie. Il déclare alors qu'un espace sans direction est la prison parfaite pour quelqu'un comme elle. La fille neutralisée, le slim la rejette au sol, et notre héros tourne son attention vers la cible suivante. Soudain, le protagoniste est frappé au visage par une boule d'énergie magique violette. Gotha émerge de l'ombre, riant du succès de son attaque surprise. Le sourire de l'intimidateur s'efface en voyant que le jeune homme n'a subi presque aucun dommage du coup. Shu lui demande s'il a une quelconque fierté en tant que membre du club de baseball d'attaquer ainsi depuis l'ombre. L'agresseur panique, réalisant que Shu a également copié sa capacité spéciale. Il lance alors une autre boule magique de toutes ses forces, hurlant de rage et de désespoir. Mais notre héros repousse simplement l'attaque à main nue comme s'il s'agissait d'une vraie balle. Les deux commencent alors un échange de volets, se renvoyant les sphères d'énergie. Gotha est déconcerté, et Shu lui demande s'il fait jamais attention en classe. Il explique que l'énergie magique se dissipe à cause de la résistance de l'air et de la gravité. Le même principe s'applique au moment où le pouvoir quitte le corps du lanceur. C'est pourquoi la boule magique est plus puissante lorsqu'elle est délivrée comme un coup de poing plutôt qu'un lancer. L'intimidateur reste sans voix, grinçant des dents de pure rage et de frustration. Il ne peut pas comprendre comment quelqu'un utilisant la compétence pour la première fois pourrait être meilleur que lui. Notre héros répond que c'est évident, car ce n'est pas la première fois qu'il utilise ses pouvoirs. Un souvenir fulgurant le montre en train de répéter mentalement ces mêmes mouvements encore et encore dans sa chambre. Sur ce, Shu se prépare pour son coup final, concentrant toute son énergie dans une seule main. Gotha le fixe, son expression un mélange de haine pure et de peur, ne sachant comment contrer. Il combine les trois pouvoirs, bondissant et manipulant l'air pour minimiser la résistance de la boule magique. Voyant la technique supérieure, le tyran hurle de terreur, incapable de réagir à l'attaque imminente. L'agresseur crie « Tu es censé être sans pouvoir », alors que le coup l'atteint en plein estomac. Notre héros le traite d'imbécile incompétent, déclarant qu'il peut manier ses capacités bien mieux. Sur ce, il canalise une quantité massive d'énergie violette pour le coup de grâce du combat. L'attaque frappe avec une force écrasante, et le tyran suffoque, sentant une douleur atroce parcourir son corps. Le jeune homme dit que l'arrogance et la paresse ont mené à sa défaite car il n'a jamais vraiment compris sa propre compétence. Il pointe ensuite sa tête, remarquant que ça aurait été mieux s'il avait plus souvent utilisé son cerveau. La scène change complètement, montrant maintenant l'immeuble où vit notre héros par un matin clair et ensoleillé. On voit le jeune homme se réveiller, encore vaseux des événements de la nuit précédente. Il se demande si tout cela n'était qu'un rêve, mais la vue d'une boule magique se formant dans sa main confirme que c'était réel. Dehors, des élèves marchent vers l'école, discutant de leur quotidien. Ils pensent que même avec des compétences, le rituel d'aller à l'école n'a pas beaucoup changé avec le temps. D'autres élèves parlent, l'un mentionnant que les clients se sentent plus en sécurité avec des membres de haut rang. Un garçon de bas rang est poussé à marcher avec un groupe pour éviter d'être un paria dans sa classe. Notre héros shoot dans une canette sur le trottoir, pensant que cet aspect hideux de la société ne changera jamais non plus. Brusquement, il s'arrête, surprenant la conversation de quelques élèves qui passent. Il commente que le gars n'a aucun pouvoir et que l'école ferme les yeux sur le harcèlement qu'il subit. Le protagoniste se demande ce qui se passerait s'il décidait simplement de tabasser tous ces types. Il écrase la canette, l'infusant d'énergie, et se demande si utiliser sa nouvelle compétence changerait quoi que ce soit. À cette pensée, le souvenir du sourire diabolique de l'homme masqué lui traverse l'esprit. Mais avant qu'il puisse agir, une main arrache soudainement la canette du sol juste devant lui. C'est son ami Sazé qui le salue, la canette à la main, l'air un peu timide. Notre héros est surpris par son apparition soudaine, momentanément sans voix. Elle explique que leur classe fait une opération de nettoyage et qu'ils doivent ramasser des canettes. Le jeune homme sent qu'elle vient de le sauver, incertain de ce qu'il aurait pu faire à ces types. Soudain, la fille lui fait signe de s'approcher, son expression maintenant plus sérieuse et déterminée. Elle révèle qu'elle et le président discutent d'un moyen d'empêcher la fermeture de leur club. Il lui rappelle qu'ils sont tous les deux prévus pour rejoindre le club de théâtre principal, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Avec une expression triste, la fille montre qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée d'abandonner leur club. Elle dit alors que le temps qu'ils ont tous passé ensemble est aussi incroyablement précieux pour elle. Les larmes aux yeux, son ami le supplie de ne pas dire des choses aussi solitaires et tristes. Voyant sa réaction, le protagoniste ressent une pointe de culpabilité pour avoir été si froid et insensible. Il s'excuse, réalisant qu'elle ressentait la même passion pour améliorer leur art ensemble dans cette petite salle. Le jeune homme la remercie alors pour les canettes, et elle lui demande s'il fait partie du comité de nettoyage. Il décide qu'il doit d'abord s'occuper des adultes qui interfèrent avec son objectif principal.
Le jeune homme dit que la première étape est de négocier avec l'école au sujet de l'avenir du club de théâtre. Soudain, il remarque un bâtiment ressemblant à un hôtel et demande à son ami ce que c'est. Une foule immense de journalistes est rassemblée sur le site pour le briefing stratégique du donjon de rang S. Plusieurs héros célèbres font leur apparition et les fans crient sauvagement pour le renommer Izunus-sama. Un graphique explique que le gouvernement demande l'aide des guildes, qui forment ensuite des équipes pour s'attaquer au donjon. Le terme « équipe de rang S » n'est pas officiel mais est utilisé comme un grand honneur pour les équipes composées de membres d'élite. La définition généralement acceptée est une équipe où tous les membres sont de rang A ou plus, avec plus de la moitié étant de rang S. L'ami du protagoniste remarque qu'il n'y a que 3 ou 4 groupes de ce genre dans tout le pays. Notre héros a alors un flashback de l'homme masqué et de la créature du donjon de rang S. Cela laisse le jeune homme perdu dans ses pensées, traitant silencieusement toutes ces nouvelles informations. Son ami remarque son expression distante et lui demande si quelque chose ne va pas, mais il nie rapidement. De loin, une silhouette mystérieuse observe les 2 élèves depuis une voiture noire et à l'intérieur du véhicule, une femme aux cheveux violets et portant un masque les observe avec un regard sérieux. Elle semble reconnaître la fille, pensant que ce ne peut pas être celle qu'elle soupçonne. De retour en classe, le professeur saisit la rare occasion de faire une annonce. L'instructeur se tient devant la classe, un livre à la main, prêt à annoncer la nouvelle importante du jour. Il annonce que toute l'école observera l'opération de l'équipe de rang S au donjon. Notre protagoniste rumine la nouvelle pendant que ses camarades de classe célèbrent le jour de congé inattendu. Il se retourne alors et demande si Goda est à l'hôpital, puisqu'il est absent aujourd'hui. La fille blonde le fusille du regard, disant qu'il a un sacré culot de parler si calmement après ce qu'il a fait. Avec une expression froide, le jeune homme la regarde en retour sans montrer aucune émotion. Il rétorque alors qu'ils ont aussi parlé calmement après tout ce qu'ils lui ont fait. La fille montre le slim perché sur sa poitrine et exige qu'il fasse quelque chose. Il répond que la compétence ne fait qu'invoquer la créature. S'il ne part pas, c'est qu'il a dû s'attacher à elle. La fille rétorque que se faire un ami qui ne se soucie pas de la hiérarchie sociale est une bonne chose pour lui. Elle pense alors que celui qui ignore vraiment la hiérarchie se trouve juste devant elle. Le jeune homme ignore son commentaire et dit que Goda est censé aller quelque part après sa sortie de l'hôpital aujourd'hui. La fille blonde s'énerve et crie qu'elle n'en sait rien, insistant sur le fait qu'elle n'est pas la petite amie du tyran. Le professeur intervient alors, disant à la fille de garder son bavardage pour après le cours. La jeune femme rougit de honte, en le regardant avec une expression légèrement modifiée. Elle lui dit de saines souvenirs, et le jeune homme se demande ce qu'il a fait pour mériter sa colère. La scène passe ensuite à une usine abandonnée, située loin de la ville. À l'intérieur, un groupe d'hommes attend quelqu'un, se remémorant le passé. L'un d'eux se souvient d'un temps où son jeune frère pleurait parce qu'il ne pouvait pas jouer au baseball. Ils se vantent d'avoir réglé leur compte au brut qui l'embêtait, mais admet maintenant en avoir honte. C'est le grand frère de Gotha, qui le traite de mauviette et lui demande s'il a raison. Le tyran apparaît avec ses amis et s'excuse auprès de son frère pour les événements récents. Il supplie son frère de le venger, car il ne peut plus bouger correctement depuis leur dernier combat. L'aîné accepte, disant que les mauviettes qui deviennent arrogantes, ça l'énerve vraiment. Il se présente comme Gotha Kenji et révèle sa compétence de rang B, acier. La scène revient ensuite devant le donjon, où l'équipe de héros de rang S est rassemblée. Le chef expose leur stratégie, une ligne de front de 4, avec une équipe de soutien de 3 derrière eux. Il ordonne aux membres féminins de faire le plein d'objets de récupération pour toute l'équipe. La femme masquée observe de loin, louant silencieusement l'efficacité du jeune chef. Au milieu de la foule, un élève bouscule les autres pour voir les héros de plus près. Dans la bousculade, une fille est renversée par terre, ses affaires s'éparpillant devant tout le monde. Les autres élèves la dévisagent, choqués par le manque de respect flagrant de leurs camarades envers les héros. La jeune femme pense que le garçon vient de manquer de respect à des héros de rang S et qu'il est fini. L'élève reste au sol, mortifié et ne sachant pas comment réagir à la situation. À ce moment, le chef de l'équipe s'approche d'elle avec un sourire doux et lui tend la main. La femme masquée observe la scène de loin avec une expression sérieuse et légèrement méfiante. Le héros s'excuse pour la collision, et d'autres membres de son équipe viennent l'aider. La fille tombée pense qu'il ne ressemble en rien aux utilisateurs arrogants de haut rang auxquels elle est habituée. Le chef de l'équipe se tourne alors vers la foule, remerciant tout le monde d'être venu montrer son soutien. Il dit qu'il espère que les élèves utiliseront ce dont ils ont été témoins aujourd'hui comme motivation pour leur propre avenir. Notre héros observe tout cela, se demandant si atteindre un rang élevé donne la sérénité de se soucier des autres. Un professeur dirige ensuite tout le monde vers la place principale pour le discours du directeur de l'école. Le protagoniste reste en retrait, perdu dans ses pensées à propos de tout ce qu'il vient de voir et d'entendre. Il ressent un sentiment de familiarité lancinant avec la femme masquée mais n'arrive pas à la situer. Un narrateur explique que la conquête des donjons commence avec les routines de la vie quotidienne. Notre héros se glisse derrière un arbre pour éviter d'écouter le discours ennuyeux du directeur. Soudain, son ami apparaît, l'ayant trouvé en train de se soustraire à ses devoirs scolaires. Elle le taquine, disant qu'il est plus délinquant qu'elle ne le pensait pour sécher comme ça. Il lui demande si elle a le droit d'être ici, et elle répond que tout le monde suppose déjà qu'elle est malade.
Son ami lui demande alors s'il regardait fixement la femme masquée dans la foule tout à l'heure. Il confirme et la fille suppose qu'il est déjà épris de la mystérieuse héroïne. Elle marmonne alors à voix basse que les hommes préfèrent toujours les femmes avec des atouts plus grands et plus impressionnants. Réalisant ce qu'elle vient de dire, la jeune femme a une petite crise de panique, totalement choquée par elle-même. Elle prétend voir un nid de guêpe, s'exclamant que si elle se fait piquer, ses propres atouts pourraient grossir. Le jeune homme lui crie dessus, soulignant qu'elle parle par fragments insensés. À ce moment, une voix venant de la forêt interrompt leur dispute. Le directeur est au milieu de son discours sur l'importance de la vie quotidienne dans la conquête de donjons. Soudain, une énorme boule de feu éclate dans la zone, et les élèves crient de terreur. Les élèves regardent, horrifiés, complètement déconcertés par ce qui se passe. Notre héros et son ami se mettent à l'abri derrière un arbre et voient que le directeur est en grand danger. Le grand frère de Gotha arrache le mégaphone au directeur et crie sur les élèves rassemblés. Il annonce que le discours ennuyeux est terminé et que tout le monde va maintenant lui prêter attention. Il utilise alors sa capacité pour tracer une ligne dans la terre, séparant les élèves. La foule d'élèves est terrifiée par la démonstration de force brute des tyrans. L'un d'eux le reconnaît comme étant le grand frère de Gotha, l'élève le plus fort de l'école. L'agresseur lance alors un défi, si quelqu'un veut partir, il devra passer par lui. Gotha supplie son frère de ne pas aller trop loin, mais l'adolescent plus âgé semble indifférent à son image. Il dit que son frère est faible de se soucier de ce que les autres pensent de lui. L'homme tourne alors son attention vers notre héros, disant que son petit frère lui doit une faveur. Il prétend qu'un déchet comme Chou n'est même pas sur son radar, mais s'en prendre à sa famille est une autre affaire. Tenant le mégaphone, il crie qu'il doit faire un exemple de ce qui arrive à ceux qui le défient. L'agresseur déclare alors que Chou recevra 10 coups de poing de chaque élève de l'école. Notre héros observe la scène se dérouler en silence, l'expression sérieuse est teintée d'inquiétude. Le frère de Gotha menace d'incinérer tous les élèves si le jeune homme ne se montre pas. Son ami l'appelle, inquiète, mais il se ressaisit pour s'avancer et affronter le tyran. Il apparaît devant l'agresseur, qui lui dit d'être un bon petit punching ball. Le jeune homme reste silencieux un instant tandis que la poussière tourbillonne à ses pieds. D'un regard froid, il demande au tyran, « Et, on s'est déjà vu ?» L'agresseur est complètement décontenancé par la question inattendue. Il s'approche, se collant au visage de Chou et lui demandant s'il est sérieux. En un éclair, notre héros assène un puissant coup de pied au visage du tyran. L'homme est projeté au sol par la force du coup, complètement sonné. Son ami est choqué par la violence soudaine et crie son nom, alarmé. Il l'attrape par la main et lui dit qu'ils doivent courir maintenant. Un des élèves crie au tyran que le gars s'enfuit après les avoir tous abandonnés. L'agresseur récupère son mégaphone, son visage un masque de pure rage et de frustration. Il réalise alors que le garçon a complètement volé la vedette à la performance qu'il avait si soigneusement préparée. Un sourire mauvais se dessine sur son visage alors qu'il regarde notre héros s'éloigner, pensant que ça devient intéressant. Un des élèves se demande pourquoi le gars ne se montre pas, déclenchant le chaos. Le président du club de théâtre déplore qu'il n'ait rien fait pour aider leur ami face au harcèlement. Il en conclut alors que c'est précisément pourquoi ils sont maintenant dans ce pétrin, menacés par le tyran. Notre héros pense qu'il a simplement été abandonné et laissé pour compte, c'est tout. La forêt dense les entoure alors qu'il fuit l'agitation. Il réalise qu'ils ne sont pas poursuivis et envisage d'utiliser sa compétence de saut pour créer plus de distance. Mais il rejette l'idée, son ami ne sait toujours pas qu'il a des pouvoirs. La fille est à bout de souffle et suggère qu'il ralentisse un peu pour se reposer. Il lui tient la main, lui demandant si elle va bien alors qu'il traverse les bois. Son ami dit qu'elle comprend ses sentiments et que personne ne peut blâmer l'aîné. Elle continue, disant que même s'il choisissait de l'ignorer, personne ne pourrait leur en vouloir. Le jeune homme pense qu'il l'aurait laissé pour mort sans une seconde d'hésitation. Il lui serre la main plus fort et l'exhorte à tenir encore un peu. La fille le regarde avec une expression à la fois légèrement embarrassée et profondément inquiète. Leur fuite les mène finalement à un lac isolé au cœur de la forêt dense. Soudain, une ombre jaillit des arbres, s'écrasant au sol juste devant eux. Le frère de Gotha apparaît, demandant s'il pensait sérieusement pouvoir lui échapper. Notre héros est surpris, il ne s'attendait pas à ce que le grand patron lui-même se lance à leur poursuite. Le tyran prétend que les autres étaient trop lents, alors il est venu finir le travail lui-même. Le jeune homme dit à son ami de courir pendant qu'il crée une diversion pour qu'elle puisse s'échapper. Il lui indique ensuite le bureau de l'administration, lui disant d'aller chercher de l'aide. Il lui ordonne d'appeler les pompiers et la police, leur disant que c'est juste un simple feu de forêt. Le jeune homme explique que le tyran est après lui, et que s'ils se séparent, elle est leur seule chance. Il dit qu'il ne peut pas mettre en danger les autres élèves et qu'il doit se battre ici. D'un regard déterminé, il dit à son ami d'aller chercher de l'aide aussi vite qu'elle le peut. La fille hoche la tête, les larmes coulant sur son visage, mais dit qu'elle doit faire une chose avant de partir. Elle active alors sa capacité, plaçant une barrière protectrice autour du corps de notre héros. Le pouvoir de la jeune femme matérialise un bouclier qui réduira les dégâts entrants pendant une courte période. Elle lui dit au revoir, lui disant de faire attention alors qu'elle part en courant chercher de l'aide. Avec un sourire en coin, le jeune homme la remercie et se tourne pour affronter le frère de Gotha.
Le tyran note que sa compétence semble être un buff défensif qui atténue les dégâts. Il révèle alors sa propre capacité d'acier, qualifiant sa protection de version inférieure. Notre héros réalise que le pouvoir de l'agresseur durcit son corps jusqu'à la consistance du métal. Le jeune homme accepte le défi, disant qu'il verra si sa capacité est vraiment aussi inutile qu'il le prétend. Sur ce, il utilise la compétence de la tempête, lançant une puissante rafale de vent sur son ennemi. Mais le tyran ne bouge pas, imperturbable face à l'attaque, et dit que ce n'est pas suffisant. Soudain, il réalise que l'attaque de vent était mêlée de gouttelettes d'eau. L'agresseur est englouti par une vague d'eau massive, le piégeant au milieu de la forêt. Ensuite, une pluie de feu s'abat du ciel sur l'agresseur piégé. Une énorme explosion de feu éclate, et le tyran crie de douleur sous l'assaut combiné. De loin, les autres élèves regardent le spectacle, se demandant pourquoi il s'est soudain mis à pleuvoir. Les élèves lèvent les yeux au ciel, confus, l'un d'eux remarquant l'averse soudaine. La combinaison de l'éau et du feu provoque une énorme explosion de vapeur dans la forêt. L'agresseur comprend maintenant que le jeune homme a utilisé l'éau du lac, que tout cela faisait partie de son plan. Le protagoniste se dit qu'il a réussi à attirer la cible principale, et que les professeurs peuvent s'occuper du reste. Il dit qu'il ne se soucie pas de ceux qui l'ont ignoré, il se soucie des gens qui ont été gentils avec lui. Meurtri et amoché, le tyran demande avec une expression remplie de rage si tout cela faisait partie du scénario de Chou. À ce moment, le président du club apparaît, déclarant que le harcèlement n'est pas pour les mauviettes comme lui. L'instant d'après, son camarade de classe lui assène un puissant coup de poing en plein visage de l'agresseur. L'homme est projeté en arrière, traversant plusieurs arbres sur son chemin. Mais le président se blesse la main dans l'action, s'agrippant à un arbre de douleur. Le tyran déclare que la méthode n'a pas d'importance, tant que l'objectif final est atteint. Notre héros lui dit de voir par lui-même, et l'agresseur se retourne avec une expression confuse. Le jeune homme admet qu'il aurait été en grande difficulté si son ami n'avait pas utilisé sa compétence de protection sur lui. Il complimente son adversaire, reconnaissant qu'il est, comme le dit la rumeur, le rambé le plus fort de l'académie. Avec un sourire, il ajoute que la capacité n'est pas si mal et décide qu'il va la prendre pour lui. Sa main brille alors d'une énergie bleue alors qu'il apprend la capacité d'acier de son ennemi. Pendant ce temps, les autres élèves se plaignent de la pluie, et l'un crie que le feu s'éteint. Un garçon en souhaite à capuche essaie d'attiser les flammes, mais un autre lui lance sèchement qu'il sait, clairement irrité. Le président pense que c'est mauvais, le feu les contenait bien, mais Sazé apparaît soudainement en l'air. La fille saute alors par-dessus lui, attaquant avec un puissant coup de pied au milieu des flammes. Sazé est décontenancé par la force de sa propre attaque et la résistance de l'ennemi. Elle et le président regardent vers la clairière et voient que le feu a finalement été éteint. Au milieu de la confusion, un professeur arrive, criant à tous les élèves de se retirer immédiatement. La fille blonde s'éloigne, se plaignant que piétiner un type agaçant ne lui procure aucune satisfaction. Avec une expression irritée, elle jure qu'elle n'acceptera pas d'être vaincue par une ordure comme lui. Pendant ce temps, notre héros comprend que la compétence transforme la peau en acier, augmentant à la fois l'attaque et la défense. Le tyran révèle alors qu'il connaissait déjà le pouvoir de copie et se moque de la version incomplète du garçon. Malgré la provocation, il reste stoïque, son bras toujours transformé en acier massif. L'agresseur fonce, déclarant que l'utilisation des capacités requiert un véritable talent inné. Mais le protagoniste intercepte le coup de poing avec son bras d'acier, provoquant un impact assourdissant. La force défensive est si grande que le frère de Goda est projeté en arrière par la collision. Le jeune homme en déduit que la compétence a une limite de dureté, car elle convertit la magie en matière physique. D'un mouvement rapide, il saisit le bras du tyran, le prenant complètement au dépourvu. Notre héros explique qu'au lieu de diffuser la puissance, il est plus efficace de la concentrer en un seul point. Il concentre alors toute son énergie et assène un coup de poing dévastateur dans le ventre de l'ennemi. Le protagoniste foudroie son adversaire du regard, les yeux remplis d'une sinistre détermination pour le coup de grâce. La main d'acier du jeune homme brise alors la défense de l'agresseur avec une facilité surprenante. Mais le tyran se contente de sourire narquoisement et dit qu'il n'avait aucune idée que cette faiblesse existait. Il serre alors le bras de notre héros avec une force inattendue et surprenante. Chou le regarde, confus, demandant ce qu'il veut dire par là, ne comprenant pas sa réaction. Le tyran le tient fermement, et Chou demande à quoi tout cela rime. Soudain, le protagoniste suffoque, réalisant qu'il a été frappé par une onde de choc interne de l'ennemi. Sur ce, l'agresseur le plaque au sol et lui assène un coup de poing brutal en plein visage. À terre et blessé, il sent la douleur de l'attaque, mais son bras d'acier reste actif et prêt. Sans un instant de pause, l'homme le frappe dans le dos et le coup d'un coup sec et précis. L'impact fait reculer notre héros en titubant, incapable de trouver son équilibre. L'agresseur se vante que malgré la dureté, il a toujours l'avantage sur lui en tant que rambé. Épuisé, le protagoniste s'effondre au sol, peinant à reprendre son souffle pour continuer le combat. Le tyran se plaint que c'est pénible quand les barans comme lui et son ami ne connaissent pas leur place. Il leur ordonne alors d'agir comme les faibles qu'ils sont, car ils ne font que le gêner. Notre héros pense qu'il pourrait gagner facilement s'il combinait la compétence d'acier avec ses autres attaques.
Mais il décide qu'il doit le vaincre de la manière la plus humiliante possible pour que la leçon soit retenue. L'agresseur trouve cela amusant et le met au défi de régler ça avec un combat à main nue. Avec un sourire, il dit au jeune homme d'y aller, lui permettant même de viser ses points vitaux. Le défi accepté, le protagoniste fonce vers son ennemi, prêt pour une bagarre. En courant, il se concentre pour focaliser encore plus sa puissance pour le prochain coup. Son bras d'acier semble devenir encore plus grand et plus redoutable qu'avant. Il sait qu'il doit concentrer la compétence à sa limite absolue pour percer la défense de son adversaire. Le jeune homme lance alors un coup de poing de toutes ses forces, un impact d'énergie massif. Mais l'agresseur se contente de ricaner et demande si un moustique vient de se poser sur lui. Le tyran saisit alors le bras de notre héros de toutes ses forces, préparant une contre-attaque. Il utilise une technique spéciale, utilisant tout son poids pour plaquer Shu au sol. La force de l'impact fait cracher le protagoniste, le laissant complètement sonner. L'agresseur ricane que peu importe à quel point il copie la compétence, ce ne sera toujours qu'une pâle imitation. Il se vante d'être le seul à pouvoir vraiment maîtriser la compétence, et se prépare à le piétiner. Sans pitié, l'homme écrase sa botte sur la tête du garçon, l'humiliant davantage. Mais notre héros parvient à s'écarter d'un coup de pied en roulant et se remet sur ses pieds, prêt à continuer le combat. Le tyran le nargue en disant qu'il n'a jamais eu la moindre chance et qu'il l'a même laissé viser ses points vitaux. Avec un air de détermination sinistre, Shu se relève et déclare que les conditions sont enfin remplies. L'agresseur est confus, et le jeune homme lui demande quel était le nom de la technique qu'il vient d'utiliser. Il récite alors le nom bizarre de la technique que l'agresseur avait crié avant d'attaquer. Sur ce, le protagoniste se moque de lui, demandant s'il a vraiment inventé un nom pour son attaque. L'agresseur est enragé par la provocation et serre les poings, son visage un masque de pure haine. La fureur gravée sur son visage, il le traite de misérable et se prépare à charger à nouveau. L'homme se précipite en avant, hurlant de rage face à l'humiliation. Avec une expression froide, notre héros le traite d'idiot et prépare sa contre-attaque. Cette fois, le coup de poing du protagoniste perce la défense d'acier et touche le tyran en plein dans le mille. Le coup perce un trou dans l'estomac de l'agresseur, brisant sa compétence protectrice. L'homme hurle d'agonie et s'effondre à genoux, complètement vaincu par ce seul coup. Il n'arrive pas à croire que ses attaques aient été inutiles et se demande comment cela a pu arriver. Notre héros demande alors s'il veut savoir pourquoi sa puissance d'attaque a soudainement grimpé en flèche. L'agresseur le regarde, confus, et le jeune homme dit qu'il a mal jugé la situation. Le tyran est encore plus déconcerté, et le protagoniste révèle que c'est sa défense qui a été augmentée. Dans un flashback, il explique que le premier coup de poing a activé la compétence de protection de son ami. Shu précise alors que pendant que le tyran baissait sa garde, il augmentait rapidement sa maîtrise. Avec une sphère d'énergie brillant dans sa main, il rappelle à l'agresseur qu'il a traité sa compétence de nulle. L'homme est abasourdi par la révélation et a des sueurs froides, sans voix. Sur ce, notre héros déclare que la compétence inférieure et nulle était en fait celle du tyran. Vaincu, l'agresseur s'affale au sol, et Shu lui dit de jurer qu'il ne les dérangera plus jamais. Mais l'homme claque juste de la langue, son visage un masque de pure haine et de frustration. Notre protagoniste prépare alors son poing d'acier et le menace, disant que c'est la fin du chemin. Soudain, une nouvelle silhouette apparaît dans la clairière, interrompant la confrontation entre les deux étudiants. Le jeune homme jette un coup d'œil et est complètement choqué par la scène qui s'offre à lui. Gotha apparaît, tenant son ami en otage et s'excuse avec un sourire écœurant de douceur. Alors que son frère est vaincu au sol, Shu hurle le nom de la fille, désespéré. L'adolescent blond le menace alors, disant qu'il sait exactement ce qu'il doit faire pour la sauver. Notre héros est figé, grinçant des dents dans une rage pure et impuissante. Même en danger, son ami le supplie de ne pas s'inquiéter pour elle et de se sauver. Le jeune homme lève les mains en signe de reddition alors qu'elle crie son nom, morte d'inquiétude. Mais avec un air sombre, il dit qu'il ne peut pas faire ça et accuse Gotha d'avoir abandonné tout le monde. Le frère de Gotha se relève péniblement, disant que le garçon a fait quelque chose d'inutile, mais que c'était bien joué. Il crie alors que c'est mieux que d'être considéré comme une ordure de Baran par tout le monde ici. Pendant ce temps, l'ami du protagoniste reste otage, son expression empreinte d'inquiétude. Les mains en l'air, le jeune homme cherche désespérément un moyen de sortir de cette situation impossible. Il continue, les mains levées, se demandant s'il y a un moyen de s'échapper. Soudain, une femme mystérieuse aux cheveux bleus apparaît, attaquant les agresseurs avec son épée. La silhouette masquée se déplace à une vitesse fulgurante, prête à mettre fin au chaos. Son coup frappe le frère de Gotha en plein fouet, et l'homme crie de douleur sous l'assaut surprise. L'adolescent blond est complètement choqué par la scène, et l'ami du jeune homme regarde, incrédule. La femme leur dit de se détendre, car elle les a frappés avec le plat de sa lame pour éviter des blessures graves. Mais elle révèle que son épée n'a pas de côté non tranchant, elle l'a simplement enchantée avec une force de concussion. Notre héros la reconnaît instantanément, c'est un membre de l'équipe de héros de rang S. Elle explique qu'elle a senti une signature magique de rang B et a décidé d'enquêter par précaution. Voyant que le danger est passé, son ami l'appelle par son nom, la voix remplie de soulagement. Soudain, la femme masquée s'élance et étreint fermement notre héros, l'appelant par son nom.
Le jeune homme et son ami sont complètement stupéfaits par la démonstration d'affection inattendue de l'héroïne. Avec un sourire, elle dit qu'elle savait que c'était lui et le serre encore plus fort de joie. Totalement déconcerté, il balbutie son nom, se demandant si elle est vraiment celle qu'il croit. Elle retire alors son masque, se révélant être Mio, une épéiste magique de rang A. Sur ce, un souvenir refait surface, un jeune chou est assis seul devant sa maison. Dans le souvenir, une fille s'approche et lui demande s'il est le garçon qui habite là. Elle se présente, expliquant qu'elle vient déménager à côté. Avec un sourire chaleureux, la jeune femme tend la main, révélant qu'elle est la fille plus âgée qui s'est liée d'amitié avec lui en premier. Le petit garçon pense que si elle n'avait pas été là, sa vie aurait été très différente. Il admet que son esprit aurait été brisé par la cruauté incessante de son propre père. La scène revient au présent, montrant les deux agresseurs ligotés ensemble dans la forêt. Le protagoniste dit qu'il est stupéfait qu'elle soit devenue membre d'une équipe de rang S. Elle l'étreint à nouveau, le taquinant sur le fait qu'il a tellement grandi depuis leur dernière rencontre. À ce moment, le jeune homme jette un coup d'œil à son ami Sazé, qui observe la scène à distance. La fille est complètement choquée, son expression s'assombrissant alors qu'elle est témoin de leur proximité. Gêné, il lui demande de le lâcher, et l'héroïne demande ce qu'il devrait faire de leur captif. Mais le tyran insiste sur le fait que ce n'est pas fini, affirmant qu'ils ont juste profité de leur inattention. Il hurle alors qu'ils reviendront pour se venger, et que la prochaine fois ce sera différent. L'agresseur continue, affirmant que le garçon n'a utilisé qu'une sorte de tour de passe-passe. L'ami du protagoniste observe tout l'échange en silence, l'air profondément pensif. Notre héros se dit qu'il est douloureusement évident que le tyran est tout simplement faible, quoi qu'il arrive. L'homme le menace, lui disant de surveiller ses arrières la nuit, car ses amis viendront le chercher. Avec un sourire sinistre, il prévient qu'ils ne le cibleront pas seulement lui, mais aussi la fille et toute sa famille. En un instant, notre héros les frappe avec une puissante rafale de vent vert. Les agresseurs disparaissent, et il déclare qu'il aurait pu les vaincre beaucoup plus facilement depuis le début. L'héroïne le regarde surprise, ne comprenant pas l'action soudaine et impitoyable du jeune homme. Son ami est choqué, se demandant si son Sanpé possède vraiment une capacité. Il explique alors qu'il a retenu sa puissance simplement pour démontrer la grande différence de leur niveau. Avec un regard sombre, il prévient que si l'agresseur montre à nouveau les crocs, il sera éliminé. Les deux voyous sont complètement terrifiés par la menace inattendue et glaçante du protagoniste. L'ami de notre héros continue d'observer, son expression remplie d'une profonde inquiétude face à la situation. Mio déclare que les Orans sont protégés par la loi, mais que cela ne leur donne pas le droit de troubler la paix. Elle les menace alors, disant qu'en tant que rang A, elle prendra les mesures appropriées contre eux. Le frère de Gotha balbutie de peur, assurant à l'héroïne de haut rang qu'il a compris. La situation étant résolue, le groupe se tient en silence pendant que les agresseurs sont placés en garde à vue. Il est expliqué que ceux qui ne comptent que sur leur rang sont intrinsèquement faibles face aux vrais puissants de la société. Alors que les tyrans sont emmenés, il pense qu'ils voulaient démontrer une nette différence de pouvoir. Il réfléchit alors que changer la société n'est pas si simple, et que Mio serait toujours hors de sa portée. Le protagoniste pense qu'il n'aurait jamais imaginé revoir son ami d'enfance. La scène change pour l'immeuble de notre héros par un matin très ensoleillé. Le jeune homme ouvre la porte de son appartement, l'air encore à moitié endormi. Soudain, Mio est là, tenant une assiette de petit déjeuner et le saluant avec un sourire joyeux. Il est complètement abasourdi de la voir chez lui, agissant comme si c'était parfaitement normal. Soudain, elle lui demande s'il a commencé à aimer la mayonnaise, ce qui ne fait qu'ajouter à sa confusion. On voit alors plusieurs repas disposés sur la table, ce qui implique qu'il avait l'habitude de manger souvent ensemble. La scène change, montrant la fille blonde à la table du petit déjeuner avec une mine renfrognée. Notre héros et son ami, Sazé, sont également présents, et l'atmosphère est lourde d'une tension gênante. Avec tout le monde réuni, le jeune homme se demande comment diable la situation a pu devenir aussi bizarre. Il est expliqué que tout a commencé quelques jours plus tôt, lorsque Mio est venu lui rendre visite pour la première fois. Dans un flashback, Shu demande si nettoyer le donjon de rang S prendra vraiment autant de temps. Mio explique que les mécanismes du donjon sont uniques, et que la guilde s'attend à être postée en ville pendant environ un mois. Le protagoniste est confus par le terme mécanisme, se demandant si elle veut dire qu'elle n'a pas rencontré les monstres. Il repense à l'ennemi qu'il a affronté, se demandant si quelque chose comme ça est considéré comme anodin pour une équipe de rang S. L'héroïne mentionne qu'elle a été surprise d'apprendre qu'il vivait seul maintenant. Le jeune homme répond qu'elle peut probablement deviner la raison. À cela, son ami d'enfance hoche simplement la tête en silence tout en faisant la vaisselle dans l'évier. Il fait remarquer que beaucoup de choses peuvent changer en 7 ans et qu'ils n'étaient que des enfants à l'époque. Mio commente alors qu'il a aussi beaucoup changé, et en mieux. Elle le prend alors au dépourvu en lui demandant quand il est devenu capable d'utiliser des capacités. Le jeune homme savait qu'elle le demanderait, mais son ami lui dit que ce n'est pas grave s'il ne veut pas en parler. Il révèle alors que ce n'est pas qu'il le cache, mais il craint les conséquences si les gens venaient à le découvrir. Un souvenir de l'homme masqué lui traverse l'esprit, et il ressent un besoin instinctif de garder son secret. Ne sachant pas quoi dire,
le protagoniste se contente de tenir sa tasse en restant silencieux un instant. Avec une expression sérieuse, Mio révèle que sa capacité magique est de niveau B, voire peut-être de niveau A. Notre héros est complètement choqué par cette révélation et écoute avec une attention captivée. Elle explique qu'un tel rang de puissance s'accompagne d'une immense responsabilité et que les guildes se disputent férocement de tels talents. Mio dit alors au protagoniste qu'il devra réfléchir à la manière dont il compte utiliser ce grand pouvoir qu'il possède. Cela laisse Shu profondément pensif, se demandant comment il devrait manier sa capacité nouvellement découverte. Il se demande si quelque chose changerait vraiment s'il se contentait de tabasser tout le monde avec ses pouvoirs. Son ami d'enfance l'observe en silence, semblant comprendre son conflit intérieur. Après une longue pause, il dit qu'il a enfin pris une décision sur ce qu'il doit faire. Soudain, elle lui fait une proposition, lui demandant si elle peut venir lui préparer le dîner tous les jours. Le jeune homme est surpris et demande comment cela fonctionnerait avec ses devoirs dans l'équipe de rang S. Elle explique que son travail est assez détendu avec des horaires fixes, pas d'heures supplémentaires, et 2 jours de congé par semaine. Notre héros commente avec une expression impassible que cela ressemble à un environnement de travail très sain. L'héroïne explique qu'en dehors du travail, elle serait juste coincée dans un hôtel, et qu'elle préférerait de toute façon s'occuper de lui. Elle continue alors, disant qu'il y a une autre raison pour laquelle elle veut rester proche. La jeune femme avoue qu'elle se sent un peu mal à l'aise et pas à sa place à l'hôtel avec les autres. Avec un sourire, elle dit qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise en faisant les choses chez lui. Le jeune homme glousse, remarquant qu'elle a toujours les pieds sur terre comme dans ses souvenirs. La scène passe ensuite au club de théâtre, alors qu'il pense aux problèmes qu'il doit résoudre. Il révèle alors à ses amis qu'il peut maintenant utiliser une capacité spéciale et unique. Le président du club est stupéfait, demandant si son ami a vraiment une capacité maintenant. Il s'enthousiasme, demandant si cela signifie qu'ils peuvent tous rejoindre le club de théâtre principal ensemble. Le protagoniste l'interrompt avec un air sérieux, disant que ce n'est pas si simple. Le protagoniste déclare qu'il préférerait continuer avec leur propre club de théâtre, si possible. Ses amis sont déconcertés, sans voix face à la déclaration inattendue du jeune homme. Il s'excuse d'être égoïste, mais explique qu'il veut garder sa compétence secrète pour le moment. Avec un sourire, il leur rappelle que le temps qu'ils ont passé ensemble est aussi incroyablement précieux pour lui. Le jeune homme précise qu'il ne s'agit pas seulement de jouer la comédie, cet endroit lui-même est devenu important pour lui. Avec un sourire soulagé, Sazé le remercie, disant qu'elle est ravie de sa décision. Elle mentionne ensuite qu'il a fait des têtes assez effrayantes à l'école ces derniers temps. À cela, le jeune homme dit simplement son nom, l'air un peu troublé par le commentaire. Il s'excuse et tapote doucement la tête de son ami pour la rassurer. Soudain, la fille blonde apparaît dans l'embrasure de la porte, tandis que le président du club observe à distance. Elle l'accuse de harcèlement, laissant le protagoniste complètement embarrassé et troublé. Le jeune homme se retourne et demande ce qu'elle fait ici, et elle lui fourre une pile de papier dans les mains. Il prend les documents et demande ce que c'est, et elle répond que c'est évidemment une pétition. Elle explique qu'elle est allée de classe en classe pour recueillir des signatures pour la survie du club de théâtre. Le protagoniste est stupéfait par le nombre impressionnant de signatures qu'elle a réussi à recueillir. La fille révèle alors que leur classe est fortement divisée suite à l'incident avec Goda. Elle explique que certains se sentent pris entre deux feux, tandis que d'autres sont reconnaissants qu'il ait pris position. Avec un regard de mépris, elle conclut que de toute façon, ce sont tous des enquiquineurs. Sazé observe la scène en silence, clairement dérangé par la présence de la fille blonde. Elle marmonne alors que le mot tyrannique semble parfaitement convenir à la fille blonde. La fille aux cheveux violets foudroie la blonde du regard, les bras croisés d'un air de défi. Sazé l'accuse alors d'avoir aussi fait des choses terribles à leur Sampé par le passé. La blonde réplique, lui demandant quelle est sa relation avec le protagoniste pour qu'elle se permette de se mêler de ses affaires. Sur ce, les deux commencent à se chamailler, et le jeune homme tente de servir de médiateur entre elles. Soudain, Mio apparaît à la porte et l'appelle par son nom, mettant fin à la dispute des filles. Avec un sourire et un sac de course, elle le salue, disant qu'elle l'a enfin trouvé. Tout le monde est surpris, et le protagoniste demande pourquoi son amie d'enfance est à l'école. Elle explique qu'elle était sortie acheter des ingrédients pour le dîner et pensait qu'ils pourraient rentrer ensemble. Les deux autres filles sont choquées, se demandant ce qu'elle veut dire par dîner et rentrer ensemble. Avec un sourire chaleureux, Mio invite ses amis à se joindre à eux s'ils veulent aussi dîner. Les deux filles la dévisagent, méfiantes et sans voix face à cette invitation inattendue. Et il est expliqué que c'est ainsi qu'ils se sont tous retrouvés dans cette situation gênante autour de la table du dîner. La fille blonde remarque alors qu'il a une épouse en visite, ce qui trouble le jeune homme. Avec un regard dédaigneux, elle le traite de bête, disant qu'il est moins qu'un humain normal. Cela déclenche une crise de jalousie de la part de l'ami aux cheveux violets, qui serre fermement sa fourchette. Avec une lueur folle dans les yeux, elle dit qu'elle est une bonne cuisinière et suggère de cuisiner avec la chair de la bête. La fille blonde trouve cette idée intrigante, remarquant qu'elle pourrait très bien s'entendre. Pendant ce temps, le président du club observe de loin, pensant qu'il a bien fait de décliner l'invitation à dîner. Le protagoniste panique et cherche l'aide de Mio, mais elle se contente de regarder avec un sourire amusé.
Avec une expression tranquille, elle dit qu'elle se sent plutôt soulagée par toute cette situation. Le protagoniste est confus par sa réponse, et son ami d'enfance se rapproche de lui. Avec un doux sourire, elle lui demande s'il s'amuse en ce moment. Face à tout cela, le jeune homme reste sans voix, un air de surprise sur le visage, incapable de répondre à sa question. La scène passe ensuite à plus tard dans la nuit, et il réfléchit au fait qu'il n'a pas pu lui répondre à ce moment-là. Il dit au revoir à ses amis devant son immeuble et rentre à l'intérieur. Le protagoniste pense que la société est toujours gangrenée par la discrimination et que rien n'a vraiment changé. Assis dans son salon, il examine la pétition que la fille blonde a réussi à organiser pour le club. Il réalise que d'autres élèves lui sont en fait reconnaissants d'avoir tenu tête au harceleur. Tenant la pétition, il a le sentiment que sa vie est enfin sur le point de changer pour le mieux. Mais un mois passe et le ciel de la ville est gris et pluvieux, un mauvais présage. Le jour du départ du groupe de rang s'approche, et le jeune homme regarde pensivement par la fenêtre. Soudain, son téléphone portable sonne, et il répond, ne reconnaissant pas le numéro. Le téléphone à l'oreille, son expression se transforme en un choc total à la nouvelle qu'il reçoit. Il sort de chez lui en panique, traversant la rue pluvieuse en courant sans une seconde d'hésitation. À l'autre bout du fil, le père de Mio révèle que la jeune femme était rentrée chez elle il y a quelque temps. Il dit ensuite qu'elle est actuellement aux soins intensifs à l'hôpital général, et le jeune homme sprint pour le rejoindre. Le père explique que l'opération lui a sauvé la vie, mais son état reste critique. La voix brisée, il révèle qu'ils ont trouvé des preuves de violence physique sur le corps de sa fille. Le protagoniste est abasourdi, luttant pour comprendre ce que cela pourrait bien signifier. Soudain, il entend un cri à l'autre bout du fil et appelle le père de Mio, alarmé. Les cris persistent, puis la ligne se coupe, laissant le protagoniste dans un état de panique totale. Il se tourne vers l'hôpital, se demandant si quelque chose de terrible arrive à la famille de Mio. Les larmes aux yeux, il court aussi vite qu'il le peut vers l'hôpital. Utilisant sa compétence de saut, il se souvient que les soins intensifs sont au 5e étage du bâtiment. À l'intérieur, il trouve les parents de Mio ligotés et pris en otage par un homme mystérieux. Son père dit qu'il avait entendu des rumeurs mais n'aurait jamais imaginé que la manipulation de l'information était si réelle. La mère demande alors s'ils vont être éliminés pour protéger l'image des hauts gradés. L'homme au casque lui dit de se taire, et en retour, il ne leur prendra pas la vie. Il explique qu'ils ont un statut social important, ce qui compliquerait leur simple élimination. Soudain, une énergie sombre enveloppe l'un des otages, qui pousse un cri de douleur. L'homme révèle que sa compétence lui permet d'extraire et d'effacer les souvenirs des gens. Il prévient ensuite que les souvenirs sont traîtres et peuvent refaire surface au moindre déclencheur. Sur ce, l'homme se prépare à effacer tous les souvenirs qu'ils ont de leur fille. Il propose de les placer dans des établissements distincts pour garantir un secret absolu. Le père de Mio est horrifié, réalisant jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger les hauts gradés. L'homme dit qu'ils peuvent nommer un nouveau président pour leur entreprise depuis leur nouvelle résidence. Il leur promet alors une généreuse protection de l'État en échange de leur coopération. La mère de Mio devient hystérique, criant qu'elle préférerait mourir plutôt que de vivre comme ça. Son mari la regarde avec une expression grave et inquiète, ne sachant pas comment répondre. D'un ton froid, l'homme répète que les éliminer serait trop compliqué. Soudain, notre héros apparaît dans la pièce, enveloppé d'une aura verte, et pointe du doigt l'homme au casque. Il explique que sa compétence ne peut pas effacer le son, mais qu'elle peut masquer sa présence au sein d'une tempête. Le jeune homme utilise le vent pour étouffer ses mouvements, ce qui lui permet de s'approcher sans être détecté. Le bruit du vent et du verre brisé camoufle complètement son entrée. Il se prépare ensuite à utiliser le bruit ambiant pour dissimuler une attaque surprise contre l'ennemi. La mère de Mio le voit et lui crie désespérément d'arrêter, de ne rien faire d'imprude. Le protagoniste est surpris, ne comprenant pas la réaction de panique de la femme. L'homme au casque se retourne pour lui faire face, l'air légèrement surpris par son arrivée. Le père de Mio l'exhorte alors à se retirer, l'avertissant qu'ils seront pourchassés s'il tente de s'échapper. Notre héros est choqué par le calme de l'homme et essaie de le ramener à la réalité. Là je remarque qu'il est bien trop calme, et qu'honnêtement, toute cette situation est devenue assez fastidieuse. Il déclare alors que toute résistance est futile, car il a déjà effacé les souvenirs de Mio. Avec un regard de haine pure et sans mélange, Chou foudroie l'homme du regard, refusant de croire ce qu'il vient d'entendre. Les parents de la fille sont complètement anéantis, sans voix face à la terrible nouvelle. Avec un sourire cruel, Lage dit que si tout le monde oublie, alors personne ne se sentira seul à la fin. Il révèle ensuite que la fille aurait dû tout endurer en silence au lieu de parler. Les parents de Mio le regardent avec des expressions de haine pure et de dégoût face à ses paroles. L'homme prétend qu'elle a laissé une brèche dans leur force de combat et n'est maintenant rien d'autre qu'un déchet social. D'un ton insensible, il la compare à des ordures ménagères que le gouvernement doit collecter et éliminer. Le père de Mio est furieux de ces paroles, le traitant de misérable et de parasite dégoûtant. Lage dit que sa colère s'estompera et que la seule joie que lui procure son travail est de voir cela se dérouler. Avec un regard de haine pure, Chou fixe l'homme qui a brisé la vie de son ami et de sa famille. À l'extérieur de l'hôpital, le jeune homme s'appuie contre un pilier, complètement anéanti. Les gens passent devant lui avec leurs parapluies,
inconscient de la douleur et de la souffrance du jeune homme. Deux femmes lui lancent un regard apitoyé mais continuent rapidement leur chemin sous la pluie. Se tenant la tête, il se demande pourquoi tout a dû finir ainsi. Il se souvient des marques de violence sur le corps de Myo et en déduit que le coupable doit être quelqu'un de proche. Les mots de l'âge résonnent dans son esprit, et il commence à assembler les pièces du sinistre puzzle. Soudain, il se souvient du slogan du héros, qui met son pouvoir au service du peuple, et tout s'éclaire. Le jeune homme lève les yeux vers un panneau d'affichage représentant le chef du groupe de rang S, et un terrible soupçon prend racine. Il refuse de croire que le héros que tout le monde idolâtre puisse être responsable de quelque chose d'aussi odieux. Sur un autre panneau, d'autres membres du groupe sont représentés, soi-disant protecteurs du peuple. Le protagoniste sait qu'il n'a aucune preuve concrète, mais la graine du doute a été plantée. Deux étudiantes passent, s'extasiant sur le fait que le chef du groupe est un véritable héros pour elles. Deux hommes en costume font également l'éloge des héros, affirmant que le pays est en sécurité entre leurs mains. Un homme en sweat à capuche remarque que ce serait formidable si tous les hauts gradés étaient comme eux. Cela révèle l'adoration du public pour les héros de rang S, dont le statut est protégé par le système lui-même. Le jeune homme serre les poings de rage et de dégoût en comprenant la vérité derrière la façade. Avec un regard déterminé, il déclare que c'est un spectacle répugnant et qu'il va y remédier. La scène passe ensuite à un couloir d'hôpital calme et vide. De retour dans son appartement, le jeune homme pense que le mois passé ressemble à une pure invention. Soudain, il remarque quelque chose sur sa table et s'approche pour l'inspecter. Avec un air de surprise, il réalise que c'est une lettre qui lui a été laissée. Il reconnaît l'écriture de Myo et trouve un masque posé à côté de l'enveloppe. La lettre lui est adressée, et le jeune homme la prend pour lire le message de son ami. Dans la lettre, elle plaisante en disant qu'au moment où il la lira, elle sera partie depuis longtemps, tout comme dans les mangas. Elle s'excuse pour son départ précipité et l'avertit de ne pas enquêter sur la raison, car c'est trop dangereux. Le jeune homme se demande si l'âge qui a effacé les souvenirs détient les réponses. Dans la lettre, Myo se souvient du jour de leur première rencontre quand ils n'étaient que des enfants. Avec un sourire affectueux, elle écrit qu'en réalité, c'est lui qui l'a sauvée, et non l'inverse. Elle explique qu'elle croulait sous la pression d'être de rang A, et que son père lui a suggéré un changement d'environnement. La scène se déplace ensuite vers la ville, montrant les gratte-ciel imposants où elle vivait. Dans la lettre, son ami lui demande s'il se souvient de l'époque où il faisait semblant de jouer des pièces de théâtre. Dans leur jeu, le petit chou était toujours le héros, avec sa cape rouge et son masque. Pendant ce temps, la petite Myo était l'héroïne qu'il sauvait toujours. Le jeune homme dit qu'il s'en souvient, et que cette époque a été un véritable salut pour lui aussi. Elle révèle alors qu'elle a commencé à porter un masque pour lui ressembler et lui demande de le garder. Son ami écrit que chaque jour avec lui était amusant, car il ne cesse jamais soucier des rangs de compétences. D'une main déterminée, elle écrit qu'il a toujours été son seul et unique héros. Dans la lettre, la jeune femme dit que le connaissant, il sera probablement en colère contre elle pour cela. Une image de deux mains se touchant accompagne la demande spéciale de la lettre. Elle le supplie de ne pas haïr le monde, malgré tout ce qui s'est passé. Avec un triste sourire, la jeune femme écrit qu'un véritable héros doit protéger le monde de tout mal. Notre héros baisse la tête, son expression sombre et chagrinée en lisant les mots de son ami. Elle lui rappelle que son monde est désormais rempli de nombreuses choses et personnes importantes. Son ami l'exhorte à se concentrer sur ces personnes et non sur les bas-fonds corrompus de la société. Les yeux fermés, elle écrit qu'elle prie du fond du cœur pour son bonheur. Mais le protagoniste froisse la lettre, disant qu'il ne peut pas honorer sa demande. Il pense que tout oublier est exactement ce que ces monstres voudraient. Tenant le masque, il déclare qu'il n'a pas besoin d'être un héros pour protéger cette société. Avec une expression sombre, il dit qu'il préfère être le clown qui fait s'effondrer toute la scène. La scène passe à une cage de frappeurs où Gotha s'entraîne à frapper. Un camarade de classe s'approche, disant qu'il a des nouvelles importantes à propos d'une certaine fille. Il révèle que la femme qui a remis l'utilisateur de rang à sa place est maintenant dans un état critique à l'hôpital. Son ami lui montre alors les nouvelles sur son téléphone, suggérant que c'est l'occasion parfaite de se venger de Chou. Gotha semble pensif, et son camarade de classe attend avec impatience sa réponse. L'ami est confus par son silence, et le harceleur dit qu'il n'est pas préoccupé par la femme. Il révèle ensuite que sa véritable préoccupation est maintenant notre protagoniste. Le harceleur explique que les barons ne peuvent pas le voir, mais que Chou dégage une aura meurtrière. Sur ce, la scène se déplace à l'école, le ciel d'un gris sombre et lourd. De retour au club de théâtre, le président annonce qu'il a soumis les signatures au conseil scolaire. Il les remercie de leur aide, disant que même avec un petit nombre, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le club. Soudain, son ami interpelle le protagoniste, lui demandant ce qu'il fait. Avec une concentration intense, notre héros est à une machine à coudre, en train de créer quelque chose. Il explique qu'il emprunte la machine pour se confectionner un costume. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire, alors il se concentre sur ses chances de survie. Saze pense que même avec Myo dans un état critique, son sang-P agit comme si tout allait bien. La scène se déplace dans un parc la nuit, où un groupe de voyous attaque un homme à terre. Il crie au vieil homme puant de sortir du parc,
le rouant de coups sans pitié alors qu'il est au sol. L'un des agresseurs demande alors s'il croit sérieusement qu'il fait ça juste pour évacuer son stress. Soudain, un homme blond apparaît, se présentant comme le Rambé le plus fort et le plus beau de la ville. Il annonce ensuite que son organisation a été chargée d'un projet d'embellissement de l'environnement. Avec un sourire, il ordonne aux sans-abri de quitter la ville pour sa purification. Une voix mystérieuse demande alors s'il aimerait de l'aide pour cette purification. L'homme blond se retourne, confus, alors que notre héros apparaît dans son nouveau costume, portant le masque de Mio. Il demande alors si le nouveau venu est un ami du vieil homme ou s'il a juste pitié. Avec un air de supériorité, l'homme déclare qu'il est la personne la plus forte de cette ville. En un éclair, Chou frappe l'agresseur avec une puissante boule magique violette. Le coup atteint l'homme en plein visage, l'envoyant voler sous la force de l'impact. Les autres voyous sont choqués et crient le nom de leur chef déchu. Sur ce, il utilise sa compétence, déchaînant une puissante explosion d'énergie qui abat tous les voyous restants. Le chef du groupe tente de négocier, lui offrant un poste de direction dans son opération à l'échelle de la ville. Même blessé, l'homme dit que nettoyer la ville des personnes de bas rang procure une sensation incroyable. À bout de patience, notre héros assène un coup de poing dévastateur au visage de l'agresseur, le mettant KO. Le personnage masqué approuve alors sa déclaration, disant que c'est en effet vrai pour lui. L'homme âgé qui se faisait agresser reste au sol, gémissant de douleur au milieu du chaos. Tous les autres agresseurs sont maintenant éparpillés sur le sol, complètement vaincus. La scène se déplace ensuite sur une mère et sa jeune fille marchant dans la rue la nuit. Soudain, la petite fille s'arrête et lève les yeux au ciel avec une expression surprise. Au-dessus des toits, une mystérieuse silhouette de chauve-souris plane dans le ciel nocturne. La petite fille reconnaît la silhouette et l'appelle Monsieur Chauve-souris, avec un air de curiosité. Le protagoniste pense qu'on a dit que s'il avait le pouvoir de se battre seul, il aurait pu sauver les parents de Mio. Il réfléchit qu'il aurait aussi pu sauver son ami et dénoncer les gradés corrompus derrière tout ça. Avec une lueur ardente dans les yeux, il jure de les traîner tous sur sa scène et de leur faire payer leurs crimes. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.